Nicolas Mirguet, je suis donc à Bangalore en Inde, où j'ai créé Titri Digital Service. Donc en fait moi j'ai fait une école de commerce à Marseille il y a déjà 7-8 ans. D'abord j'ai travaillé dans la publicité, toujours dans la publicité digitale, dans pas mal d'agences, des petites, des grosses à Paris. Au bout d'un moment, voilà, j'ai eu envie de partir à l'étranger. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, pendant ma dernière année, j'avais fait un échange, un programme d'échange avec mon école de commerce, avec une école à Bombay. Et avec ma copine, on avait vraiment adoré l'expérience en Inde. On s'était dit au début que ce serait impossible de bosser en Inde parce que c'était vraiment trop différent et un peu dédingue. Et finalement, voilà, on a toujours gardé un espèce de contact avec l'Inde, on est revenu en voyage, etc. Et au bout d'un moment, on a eu envie de partir de France. Pas forcément parce qu'on y était mal ou quoi que ce soit, mais parce qu'on avait envie d'avoir un peu plus d'exotisme, d'être dans un truc un peu entre deux. Et on avait envie de monter quelque chose. Et on sentait qu'en France, ce serait un peu compliqué. Et donc finalement, un peu par hasard, j'ai eu une opportunité pour d'abord bouger dans une agence de publicité à Bangalore, via une grosse agence, Ogilvy pour pas la citer. Où en fait ici ils avaient un espèce de hub international, ce qui se fait quand même beaucoup sur Bangalore, mais dans la publicité c'était assez novateur pour une marque. Et donc du coup ils avaient besoin de quelques profils internationaux pour les aider, vu que de là ils pilotaient des adaptations de campagnes, et même des campagnes pour le monde entier, quoi. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à Bangalore, ça nous a permis de nous mettre un peu le pied à l'étrier. Et puis après, ma copine m'a suivi, elle a commencé à créer la société pendant que j'avais ce boulot-là. Et au bout d'1 an et demi, moi je l'ai rejoint aussi, et du coup maintenant on travaille tous les deux full time. Donc on a créé une entreprise qui s'appelle Titri Digital Service. Alors à la base c'était vraiment un peu par opportunité, on n'avait pas forcément envie de créer quelque chose dans ce secteur-là, c'est-à-dire on fait de l'outsourcing, c'est-à-dire que de manière assez classique, on a commencé par prendre en charge des tâches assez simples qu'on peut outsourcer, c'est-à-dire externaliser depuis des entreprises françaises. Donc c'est de la saisie de données, c'est ce genre de choses, création de bases de données à partir de sources qu'on trouve sur internet, etc. Vu que la main d'œuvre évidemment n'est pas très chère ici, ça nous permet d'être compétitifs, et nous on fait l'interface, ce qui fait que pour nos clients français, ils ont l'impression de travailler avec une entreprise française, sauf qu'évidemment on est plus compétitif en termes de prix, et on s'est rendu compte aussi que finalement il y a des tâches et des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire en France, quoi. Au-delà du fait que ce soit trop cher. Alors qu'ici, pour les profils de personnes qu'on a, c'est quand même quelque chose où ils apprennent des choses, donc ils le font de manière plus sérieuse aussi. Donc on a commencé avec ça, ce qu'on appelle ici du BPO, qui est le Business Process Outsource, qui est un mot un peu fourre-tout, où on met tous les trucs, on va dire, chiants à faire en Europe, et qui coûte moins cher à faire ici. Donc on a commencé par ça, et puis après moi quand j'ai rejoint, évidemment on a ajouté d'autres briques, donc du design et développement de sites web, et depuis on a recruté un développeur, pareil pour les applications mobiles, on en a eu juste au début, du conseil et du community management sur les médias sociaux. Donc c'est quelque chose que je faisais énormément à côté. Donc aujourd'hui on commence à se positionner de plus en plus comme une espèce de mini-agence de publicité, communication et outsourcing pour des PME françaises. C'est plutôt des PME françaises qu'on vise parce que elles ont ce genre de besoins-là. Elles ne peuvent pas forcément les adresser en France parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens. Du coup nous on arrive avec des offres qui sont évidemment souvent plus attractives en termes de prix, mais à un niveau de qualité et de compréhension d'échange qui est le même que s'ils étaient avec une entreprise française, vu que on fait l'interface. Un des points qui est assez difficile en Inde finalement, c'est au-delà de l'aspect administratif et compagnie pour arriver à créer la société, qui est compliqué mais qui se fait quand même, qui prend un peu de temps. C'est les RH en fait, parce que la situation est assez inversée comparée à la France, c'est-à-dire que c'est plus les entreprises qui doivent un peu courir après les potentiels
employés. Et la manière de recruter est un petit peu différente. Donc, pour donner une anecdote, la première fois qu'on a fait une session de recrutement, on cherchait à recruter 4 personnes quand même. On avait validé, on va dire, entre 10 et 20 personnes pour venir, même pas 10 personnes, je pense, pour venir des entretiens, peut-être un peu plus. Personne n'est venu. 0 personne. On était un peu surpris, on comprenait pas trop. Et en fait, on avait traité ça que par email, etc. Et ça suffisait pas. Parce qu'ils n'avaient pas forcément l'impression que c'était vrai, ou j'en sais rien. Donc il faut vraiment coller un peu. Faut les appeler, etc. Et la deuxième session, voilà, on a réussi à en avoir 5 sur 8 qui sont venus, ou quelque chose comme ça, quoi. En les appelant la veille, en envoyant des SMS, etc. Donc c'est vraiment ça, quoi. Au niveau RH, il y a vraiment plein de choses à apprendre. Ça, c'est le recrutement, c'est déjà une première partie. Puis après, il faut garder les gens, parce qu'ils ont tendance à bouger très facilement, vu que le marché est assez dynamique. Donc pour gagner plus ailleurs, ou ce genre de choses. Et après, bon, il y a les différences culturelles qui font que il faut avoir une approche très familiale, quoi, avec les employés pour les garder. C'est ce qui compte vraiment, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on apprend petit à petit, quoi. On se rend compte quand même qu'il y en a un qui est en train vraiment de grossir, et surtout on se rend compte autour de nous que ça devient, ça devient un peu ce que tout le monde essaye de faire à Bangalore. Tout le monde veut monter sa start-up. Donc il y a une vraie tendance autour de ça. Il y a un festival chaque année maintenant autour des start-up. Donc c'est vraiment de plus en plus valorisé, ce qui n'était pas forcément le cas avant, parce que quand même dans l'état d'esprit indien, à la base c'est plutôt je vais avoir un boulot chez IBM, je vais y passer ma vie, ça va être sécure, et voilà. Aujourd'hui, les jeunes qui sortent des grandes écoles ici, ils veulent créer leur start-up, et la ville pour ça en Inde, c'est Bangalore. Donc c'est assez chouette parce que ça met vraiment du dynamisme. Il y a vraiment un écosystème qui commence à se créer avec des incubateurs, donc avec ce festival, avec des mentors, avec des VC, etc. Et ça amène un deuxième souffle à Bangalore, en fait. Parce que Bangalore, ça a explosé un peu dans les années 90, début, fin, ça a eu plusieurs phases sur une vague IT, mais c'était vraiment de l'outsourcing, voilà, c'était vraiment plutôt ça, donc plutôt, on va dire, un peu bas de gamme, quoi. Mais bon, ça a permis de créer énormément d'emplois, de créer des géants maintenant de l'IT. Et là, il y a une espèce de deuxième phase qui est vraiment, on le sent plus autour des startups, quoi. Avec des startups pour le pays, mais aussi qui visent à l'international au final. Il y en a une qui s'est fait racheter récemment par Facebook, par exemple. Ils sont dans des locaux comme ça. Pendant le festival des startups, je suis allé. J'ai halluciné parce qu'ils se sont fait racheter je sais pas combien par Facebook. Donc tu vas dans les locaux et bon, bah voilà, c'est une espèce de maison, quoi. Enfin, c'est vraiment en mode Bangalore, en mode start-up. C'est assez rafraîchissant de voir ça et de voir qu'il y a de nouvelles idées, que les gens sont ambitieux, quoi. Il y a de plus en plus d'étudiants indiens qui reviennent finalement de l'étranger pour créer des startups en Inde parce qu'ils sentent qu'il y a un potentiel, parce qu'ils savent que finalement c'est là que ça bouge, et puis aussi finalement la situation économique n'est pas géniale aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et que donc finalement c'est plus intéressant pour eux de revenir. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils ont quand même de plus en plus, enfin beaucoup, ils ont quand même ce savoir-faire et cette connaissance de l'écosystème startup, quoi. Enfin du système startup, etc. Énormément d'Indiens sont dans la Silicon Valley, dans toutes les grosses boîtes là-bas, il y a énormément d'Indiens. Donc il y en a plein qui reviennent avec ce savoir-là et voilà, qui du coup n'ont pas peur de monter des projets ici, mais pour aller même chercher, faire des levées de fonds dans la Silicon Valley, quoi.